L'homme accusé du meurtre de Charlie Kirk a désormais un avocat et il sera bientôt de retour au tribunal, car il risque la peine de mort s'il est reconnu coupable. Et l'enquête est loin d'être terminée malgré l'arrestation. J'examine les développements majeurs de l'affaire. Bienvenue sur Law & Crime, je suis Angenette Lévy. Cela fait un peu plus de 2 semaines que la vie de Charlie Kirk a été fauchée par la balle d'un assassin. 1 minute plus tôt, Kirk parlait à une foule sur le campus de l'Université de la Vallée de l'Utah à Orem. Et la minute suivante, il n'était plus là. Touché à la nuque, sa femme Erika a déclaré que le médecin lui avait annoncé la mort immédiate de Charlie Kirk. Lors du service commémoratif le week-end dernier, des dizaines de milliers de personnes ont vu une vidéo des derniers instants de Kirk. Waouh, regarde ça, c'est magnifique. Et ce n'était qu'une partie de cette vidéo. Et ce n'était pas longtemps après que la vie de Kirk s'est terminée et qu'une chasse à l'homme a commencé. De fausses pistes ont précédé l'identification d'un possible tireur grâce à la vidéo de surveillance. Des photos ont été diffusées et une mère à 3 heures au sud d'Orem, à St. George, a cru reconnaître le jeune homme sur les photos. Elle pensait que c'était son fils. La mère de Robinson a expliqué qu'au cours de l'année écoulée, Robinson était devenu plus politisé et avait commencé à pencher davantage à gauche, devenant plus favorable aux droits des personnes gays et trans. Elle a déclaré que Robinson avait commencé à sortir avec son colocataire, un homme biologique en transition de genre. Cela a entraîné plusieurs discussions avec des membres de la famille, mais surtout entre Robinson et son père, qui ont des opinions politiques très différentes. Lors d'une conversation avant la fusillade, Robinson a mentionné que Charlie Kirk organiserait un événement à l'UVU, ce que Robinson a qualifié de lieu stupide pour cet événement. Robinson a accusé Kirk de répandre la haine. Les parents de Tyler Robinson et un ami de la famille l'ont convaincu de se rendre. Le shérif du comté de Washington a indiqué qu'il y avait eu une négociation puisque Robinson craignait ironiquement d'être abattu. La chasse à l'homme s'est terminée après 33 heures. Le procureur du comté d'Utah a inculpé Tyler Robinson de meurtre aggravé, falsification de preuves et subornation de témoins. L'avocat du comté, Jeff Gray, a lu les textos que Tyler Robinson aurait envoyés à son colocataire, sa partenaire en transition de masculin à féminin. Le 10 septembre 2025, le colocataire a reçu un message texte de Tyler Robinson qui disait « Laisse tomber ce que tu fais. Regarde sous mon clavier. » Le colocataire a regardé sous le clavier et a trouvé un mot qui disait, je cite, « J'ai eu l'occasion d'éliminer Charlie Kirk et je vais la saisir. » La police a trouvé une photographie de ce mot. L'échange suivant, un échange de textos, a alors eu lieu. Après lecture du mot, le colocataire a répondu « Quoi? Tu plaisantes, non? » Robinson, je vais encore bien, mon amour, mais je suis coincé à Orem pour un peu plus longtemps. Ça ne devrait plus être long avant que je puisse rentrer à la maison, mais je dois encore récupérer mon fusil. À vrai dire, j'espérais garder ce secret jusqu'à ma mort. Je suis désolé de t'impliquer là-dedans. Colocataire, ce n'est pas toi qui l'as fait, n'est-ce pas? Robinson, c'est moi, je suis désolé. Colocataire, je croyais qu'ils avaient attrapé la personne. Robinson, non, ils ont attrapé un vieux fou, puis ils ont interrogé quelqu'un avec des vêtements similaires. J'avais prévu de récupérer mon fusil à mon point de dépôt peu après, mais la plupart de ce côté de la ville a été bouclé. C'est calme, presque assez pour sortir, mais un véhicule traîne encore. Colocataire, pourquoi? Robinson, pourquoi j'ai fait ça? Colocataire, oui? Robinson, j'en avais assez de sa haine. Il y a des haines avec lesquelles on ne peut pas négocier. Si je prends mon fusil sans être vu, je ne laisserai aucune preuve. Le procureur du comté a dit que ce fusil était un 36 et qu'il avait été donné à Robinson par son grand-père. Ces textos ont continué. Colocataire, depuis combien de temps tu prépares ça? Robinson, un peu plus d'1 semaine, je crois. Je peux m'en approcher, mais il y a une voiture de police garée juste à côté.
Je pense qu'ils ont déjà fouillé ici, mais je préfère ne pas risquer. Robinson encore, je regrette de ne pas avoir fait demi-tour pour le récupérer dès mon arrivée au véhicule. Je m'inquiète de ce que mon vieux ferait si je ne ramenais pas le fusil de grand-père. Je ne sais pas s'il y avait un numéro de série, mais cela ne mènerait pas à moi. Ce qui m'inquiète, ce sont les empreintes. J'ai dû le laisser dans un buisson, là où j'ai changé de vêtements. Je n'avais ni la possibilité, ni le temps de l'emporter avec moi. Je devrais peut-être l'abandonner en espérant qu'il ne trouve pas d'empreinte. Comment diable vais-je expliquer à mon vieux que je l'ai perdu? La seule chose que j'ai laissée, c'est le fusil enveloppé dans une serviette. Tu te souviens comment je gravais des balles? Le F dans les messages est surtout un grand mème. Si je vois Notice Bulge W sur Fox News, je pourrais faire un accident vasculaire cérébral. Très bien, je vais devoir laisser tomber. C'est vraiment trop nul. Vu aujourd'hui, le fusil de papy suffit largement, JSP. Je pense que c'était une lunette à 2000 $. Clin d'œil, clin d'œil. Robinson, encore Robinson, supprime cet échange. Encore Robinson, mon père veut des photos du fusil. Il dit que grand-père veut savoir qui a quoi. Les fédéraux ont publié une photo du fusil et il est très unique. Il m'appelle RN, je ne réponds pas. Robinson, depuis que Trump est arrivé au pouvoir, mon père est devenu un fervent partisan de Make America Great Again. Robinson, je vais me rendre de mon plein gré. Un de mes voisins ici est adjoint du shérif. Tu es encore la seule à m'inquiéter, mon amour. Ça vient de Robinson. Colocataire, je suis bien plus inquiet pour toi. Robinson, ne parle pas aux médias, s'il te plaît. N'accorde aucune interview et ne fais aucun commentaire. Si un policier te pose des questions, demande un avocat et garde le silence. Et nous allons en parler un peu plus tard avec Sky Lazaro. Il reste encore beaucoup de questions sur ce qui pourrait pousser une ancienne élève brillante qui avait obtenu une bourse universitaire à vouloir ôter la vie à quelqu'un. Une arrestation a peut-être eu lieu, mais l'enquête est toujours en cours. Elle est loin d'être terminée. Le FBI a indiqué que la colocataire de Robinson coopère. Dimanche dernier, la directrice du FBI, Kash Patel, a annoncé sur X que toutes les pistes sont étudiées. Patel a écrit « En tant que directrice du FBI, je m'engage à garantir que l'enquête sur l'assassinat de Charlie Kirk soit approfondie et exhaustive en poursuivant chaque piste jusqu'à son terme. Tout le poids des agences de maintien de l'ordre américaines suit activement les preuves qui ont émergé, mais nos efforts vont au-delà des premières découvertes. Nous examinons chaque facette de cet assassinat. Nous enquêtons minutieusement sur les théories et les questions, y compris l'endroit d'où le tir a été effectué, la possibilité de complices, l'aveu par message texte et les conversations associées, les discussions sur Discord, l'angle du tir et l'impact de la balle, la façon dont l'arme a été transportée, les gestes de la main observés comme signaux potentiels près de Charlie au moment de son assassinat, ainsi que les visiteurs au domicile du tireur présumé et les heures et jours précédant le 10 septembre 2025. Certains détails sont connus, d'autres restent à investiguer pour considérer toutes les possibilités. Notre priorité est de mener cette enquête à terme et de rendre justice. Pour protéger l'intégrité de l'enquête et des poursuites à venir, nous ne pouvons pas divulguer toutes les informations dont nous disposons au public pour le moment. Nous veillerons à ce que chaque question soit traitée au moment approprié. Pour les détails, comme l'avion qui aurait coupé son transpondeur après avoir quitté un aéroport proche du lieu de l'assassinat, nous donnerons des mises à jour une fois les réponses confirmées. Après des entretiens avec la pilote en consultation avec la FAA, nous avons déterminé que le transpondeur n'avait pas été éteint. Des données de vol incomplètes dans les zones rurales ont causé l'écart apparent. Tout le FBI pleure la perte de Charlie Kirk. Nous ne nous reposerons pas avant que justice soit faite et que notre enquête sur cet assassinat ait répondu à toutes les questions. Donc, à ce moment-là, Patel dit qu'ils enquêtent sur chaque théorie, probablement juste pour explorer chaque piste et chaque possibilité afin de déterminer ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas.
Patel a témoigné devant le Congrès la semaine dernière et a déclaré que, selon Discord, Tyler Robinson n'avait pas planifié le crime sur la plateforme, mais y avait admis la fusillade après coup. Écoutez ceci. Des rapports indiquent que le FBI enquête sur un réseau plus vaste de groupes potentiellement informés des plans du tireur. Pouvez-vous nous donner des détails à ce sujet, en complément de ce que vous avez déjà dit publiquement? Comment le FBI travaille-t-il pour trouver d'autres complices potentiels, des personnes qui auraient pu être au courant des plans du tireur, des personnes qui auraient pu l'encourager? Y a-t-il des nouveautés à ce sujet? Donc, en ce qui concerne notre approche en matière d'interrogatoire, nous allons immédiatement contacter la famille et la communauté. Et nous avons mené ces enquêtes et interrogatoires avec les forces de l'ordre local. Et nous continuons à le faire car ceux qui sont les plus proches du suspect sont, espérons-le, ceux qui en savent le plus sur lui, ses croyances et son idéologie. En plus de cela, malheureusement, il a été divulgué qu'il y avait une discussion sur Discord. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un salon de discussion en ligne pour les jeux vidéo auquel le suspect participait. Donc, ce que nous avons déjà fait, c'est une sorte de procédure légale, pas seulement sur Discord, afin que les informations que nous avons recueillies soient conservées et maintenues dans une posture probante que nous pourrions utiliser lors de poursuites si cela devait être décidé. Et nous allons également enquêter sur toute personne impliquée dans ce salon de discussion Discord. D'accord. Les rapports publics indiquent que jusqu'à 20 utilisateurs supplémentaires ont rejoint le fil Discord. Il semble que vous vouliez tout vérifier. Si c'est le cas, qui d'autre aurait pu être sur ce fil et ce qu'il savait? Est-ce juste de dire cela? C'est plus que ça, nous vérifions tout. C'est bien plus que 20? Oui, monsieur. Et vous gérez tout ça en même temps? Chacun d'entre eux. Erika Kirk, veuve de Charlie Kirk et actuel président-directeur général de Turning Point États-Unis d'Amérique, l'organisation fondée par Charlie à 18 ans, a pris la parole à la cérémonie commémorative pour évoquer sa perte. L'après-midi du 10 septembre, je suis arrivée dans un hôpital de l'Utah pour faire l'impensable, regarder directement le corps assassiné de mon mari. J'ai vu la blessure qui a mis fin à sa vie. J'ai ressenti tout ce que l'on pourrait s'attendre à ressentir. J'ai ressenti un choc. J'ai ressenti de l'horreur et un niveau de chagrin dont j'ignorais l'existence. Et il y a eu un moment vraiment incroyable lors de cette cérémonie où Erika Kirk, qui pleure la perte de son mari Charlie et qui doit maintenant élever seule leurs 2 jeunes enfants, a offert des paroles incroyables de miséricorde et de grâce à l'assassin présumé de son mari. Ce jeune homme sur la croix, notre Sauveur a dit: Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Cet homme, ce jeune homme, je lui pardonne. Lors de sa première comparution, Robinson n'avait pas d'avocat. Maintenant, c'est différent. La commission du comté a approuvé l'embauche de Cathy Nestor pour représenter Robinson. Elle a un autre client célèbre ou tristement célèbre selon la façon dont on le voit dans l'Utah. Nestor et son associé représentent également Corey Richens, l'auteur de livres pour enfants accusé d'avoir assassiné son mari, Eric, en l'empoisonnant en mars 2022. Donc, Cathy Nestor et l'avocat co-conseil qu'elle choisira sont désormais les avocats de Tyler Robinson et il doit revenir au tribunal lundi. Pour les dernières informations, j'invite Sky Lazaro, avocate de la défense pénale dans l'Utah. Alors, Sky, j'aimerais d'abord avoir ton avis sur le choix de l'avocat de la défense dans cette affaire. Tu sais, ils ont nommé un avocat commis d'office. Il s'agit de Cathy Nestor et je crois qu'elle a une co-avocate. Elle aura besoin d'une co-avocate de soutien et d'un expert en atténuation. Tu la connais bien. Elle fait partie de l'équipe qui a repris la défense de Corey Richens. Alors, parle-nous de sa prise en charge de cette affaire. C'est exact. Cathy est dans l'Utah depuis longtemps. Elle a travaillé pendant longtemps pour le bureau du défenseur fédéral, où elle assurait la défense publique. Et maintenant, elle exerce en cabinet privé, mais elle a été nommée avocate commise d'office à la fois dans l'affaire Richens et dans l'affaire Robinson.
Je crois que ce qui s'est passé, c'est que le bureau du défenseur public du comté d'Utah a essentiellement dit « Nous n'avons pas les ressources pour faire cela ». Vous savez, il va falloir nommer quelqu'un d'autre sur cette affaire et financer cela séparément de l'enveloppe qui nous est déjà attribuée par le comté. Donc, je ne sais pas à quoi ressemblait ce processus de sélection. Vous voyez, s'ils ont contacté des personnes individuellement, je crois qu'ils contactaient des personnes pour voir qui était intéressé ou qui accepterait de le prendre. Et je crois que Cathy a accepté. Il devrait évidemment être qualifié pour une affaire de peine capitale. Il devrait, vous savez, être qualifié pour traiter une affaire comme celle-ci. Et en tant qu'ancienne avocate fédérale de la défense, je suis sûre qu'elle l'est. C'est beaucoup à gérer, cependant. Je veux dire, elle a l'affaire Richens qui arrive l'année prochaine. Cela, bien sûr, à moins qu'ils ne disent « Oui, nous voulons un procès rapide ». Je ne vois pas ce procès avoir lieu au début de l'année prochaine. La fin de l'année prochaine, c'est probablement le tout premier moment où cela pourrait arriver, sinon en 2027. C'est exact. Dans l'Utah, la loi impose que les avocats dans les affaires de peine de mort soient qualifiés selon la règle 8. L'ABA a établi des normes concernant la manière dont ces affaires doivent être défendues. Elle va certainement avoir besoin d'un co-avocat et d'experts en atténuation dans cette affaire. Je pense que cette affaire va être très coûteuse et chronophage en plus de celle de Richens. Mais tu sais, Cathy fait ça depuis longtemps. Et si elle, tu sais, a mis en place ce qu'il faut pour avoir un bon avocat pour l'aider, tu sais, parce qu'elle a aussi un autre cabinet, un cabinet privé aussi, tu sais, pour l'aider avec ses affaires et pouvoir consacrer du temps aux deux. Mais je suppose qu'elle a examiné ça de près. Et le comté ne semble pas avoir de problème avec ça non plus. Alors, parlez-moi de ce qui va se passer lundi. Évidemment, Tyler Robinson n'avait pas d'avocat lors de sa première comparution au tribunal. Greg Scordis est apparu et a dit « Écoutez, je ne le représente pas, mais j'aide à trouver quelqu'un pour le représenter. » Donc, il était en quelque sorte un consultant qui cherchait à aider à trouver un avocat pour Tyler Robinson, un avocat qualifié qui pourrait prendre cette affaire. Peut-être qu'ils ont même lancé des appels d'offres. Qui sait? Je ne sais pas comment ils ont fait. Mais que va-t-il se passer lundi quand Tyler Robinson va comparaître? Ce sera sa première comparution avec son avocat commis d'office, donc je ne m'attends pas à grand-chose dans cette affaire. Je pense, ou ce à quoi je m'attends, c'est que le tribunal consignera au dossier que Mademoiselle Nestor a accepté la nomination. Elle est prête à respecter les normes et les directives légales pour le défendre. Je pense qu'ils vont discuter des prochaines étapes. Devons-nous fixer une nouvelle audience de suivi? Où en est la procédure de communication des preuves? Je ne pense pas qu'on aura une audience préliminaire rapidement dans cette affaire, même s'il pourrait invoquer son droit à un procès rapide et choisir cette voie. Mais je pense que l'enquête est toujours en cours. Du côté du gouvernement également. Et donc, il va y avoir de nouvelles preuves qui vont continuer à sortir. Je pense donc que ce sera simplement une mise à jour de la situation. Vous venez au tribunal avec votre avocat. Voici les prochaines étapes. Oui, c'est ce à quoi je m'attendrais parce que nous en sommes encore au tout début de cette affaire. Et peut-être qu'ils ont déjà communiqué certains éléments de la procédure, mais il y aura quand même énormément de pièces à examiner dans cette affaire. Et l'enquête est vraiment toujours en cours. Je veux dire, ils ont peut-être déjà des éléments à transmettre maintenant, mais cette enquête est loin d'être terminée, d'après ce que laisse entendre le directeur du FBI. Je serais d'accord avec ça. Dans l'Utah, ils doivent transmettre toute information sur laquelle ils se sont appuyés pour déposer l'acte d'accusation. Donc, toute pièce de la procédure qui a été utilisée pour déposer l'acte d'accusation doit être remise à la défense dans un délai de 10 jours ou dans un délai très court, je crois. Mais dans la plupart des affaires importantes ou des crimes graves, surtout dans cette affaire, la communication des preuves est toujours en cours. Vous savez, je pense qu'il y a toujours des éléments qui arrivent tard ou des choses que la défense demande à l'État d'aller chercher pour eux, ainsi que des demandes de communication de preuves supplémentaires, ce genre de choses. Donc, la communication des preuves va être volumineuse. Et l'une des choses qu'elle va recevoir dans cette communication, ce sont ces messages textes
que le procureur affirme être entre Tyler Robinson et son colocataire, qui était aussi son partenaire romantique. Et ces messages ressemblent à un aveu. C'est tellement, je veux dire, c'est très étrange pour moi, Sky. Je ne sais pas. Il y a juste quelque chose chez eux qui me paraît anormal. Et je ne sais pas si c'est parce que j'ai du mal à croire qu'un gars de 22 ans envoie tout ça par texto à sa copine. Je ne sais pas, quelque chose cloche. C'est étrange. Le colocataire semble choqué, genre quoi? C'était toi ici. Et il dit, bah, tu te souviens quand je gravais des balles, ça? Comme si c'était quelque chose que les gens font tranquillement. Je ne pense pas que ce soit quelque chose que les gens font tranquillement. Qu'est-ce que tu penses de l'aveu par texto? Ces textos sont différents ou bizarres. Je ne sais pas non plus comment les qualifier. Ils ressemblent aussi à une capture d'instant. Tu sais que nous savons que la colocataire collaborait avec la police et a fourni ces messages. Et donc, je pense que ce que nous avons vu ressortir à travers les informations n'est qu'un petit aperçu de tout cela. Je suis d'accord avec toi. Je ne pense pas que la colocataire, du moins d'après ces messages, avait la moindre idée que tout cela allait arriver. Ou même après que cela soit arrivé, qu'elle ait su que c'était lui, jusqu'à ce qu'il dise « Tu sais, oui, c'était moi » et qu'elle réagisse alors avec choc. J'espère qu'à travers ce processus de découverte, ils obtiendront toutes les informations. Ils vont probablement au moins obtenir l'un des téléphones de Tyler et ils devraient obtenir, je suppose qu'ils vont récupérer l'intégralité des messages échangés entre lui et son colocataire ou toute autre personne avec qui il communiquait à propos de cet incident aussi parce qu'il semble un peu, je ne veux pas dire décousu, mais ça n'a pas vraiment de sens que tout à coup, tu décides de faire ça sans en parler à personne et sans prévenir les personnes les plus proches de toi. Et il pourrait y avoir d'autres communications sur d'autres plateformes également, dont l'État n'était peut-être même pas au courant au moment où ils ont porté plainte. Donc, je pense qu'on va en apprendre davantage à ce sujet, au moins pour essayer de reconstituer ce qui s'est réellement passé. On voit souvent des messages, textes et communications utilisés en affaires. Et il est facile de prendre une capture d'écran et de la faire paraître peut-être pire que ce que c'était ou meilleur que ce que c'était, vous savez, sans avoir le contexte complet d'une conversation. Il admet littéralement avoir tiré sur Charlie Kirk. Si celles-ci peuvent être authentifiées et que celles-ci, vous savez, je veux dire, il y a encore les règles de preuve, vous savez. Si celles-ci sont authentifiées et qu'elles sont acceptées et que vous ne pouvez pas les exclure, ce que je ne pense pas que vous puissiez faire si elles peuvent être authentifiées, ce sont vraiment, vraiment des messages textes très compromettants. Je ne vois pas comment vous pouvez passer outre. C'est un aveu. Oui, tu as raison à propos de ces messages textes parce qu'ils sont clairement décousus. Les points de suspension là-dessus, tu peux voir qu'ils montrent, d'accord, c'est un groupe de messages textes. Ensuite, on reçoit d'autres groupes de messages textes. C'est préoccupant que le colocataire, je suppose, tu sais, et il a 22 ans, mais tu sais, toute cette histoire, eh bien, on a beaucoup insisté sur le fait qu'il n'est pas allé voir la police ou le FBI, qu'ils ont dû le retrouver et l'interroger. Mais s'ils coopèrent et ils disent que le colocataire coopère, je ne sais pas si je m'attends vraiment à ce qu'il en ressorte quoi que ce soit concernant le colocataire, concernant des accusations. Ça pourrait juste être un témoin coopératif qui avait peur. Et je ne pense pas qu'ils vont l'inculper à moins que quelque chose d'autre ne sorte ou qu'ils apprennent de nouvelles informations. Le fait qu'il ne se soit pas manifesté tout de suite, je ne pense pas que ce soit anormal dans ce genre d'affaires. Je vois ça tout le temps. Et dans les cas où des petits amis, des petites amies, des maris, des amis, ils savent ce que les gens ont fait et ils ne se manifestent pas. Tant qu'ils ne mentent pas, qu'ils disent la vérité et coopèrent lors des interrogatoires, ils ne risquent sans doute pas d'être accusés d'entrave à la justice. Tant qu'ils n'ont rien fait pour détruire des preuves ou entraver l'enquête d'une manière ou d'une autre. Le simple fait de ne pas se manifester, je ne pense pas que ce soit suffisant pour inculper quelqu'un. Bien que
Je veux dire, dans cette affaire, vous savez, il pourrait être plus agressif, mais je dirais que dans la plupart des cas, à moins qu'il n'y ait quelque chose de plus, je ne m'attends pas à ce que le colocataire soit inculpé simplement parce qu'il ne s'est pas manifesté tout de suite. Ils ont dû aller le chercher. Parlons maintenant de la possibilité de poursuite fédérale. Cela a été évoqué. On dirait que les fédéraux aimeraient vraiment, vraiment, vraiment l'inculper. Mais Tyler Robinson, à notre connaissance, aucune allégation n'indique qu'il a franchi une frontière d'État. Il venait de la région de Saint-Georges. Il monte vers le nord jusqu'au comté d'Utah et aurait tué Charlie Kirk. Là-bas, vous savez, il n'y a pas, je ne vois pas, j'essaie de comprendre où intervient la partie fédérale dans tout ça. Vous savez, ça pourrait avoir un rapport s'il découvre qu'il a utilisé une plateforme Internet pour communiquer avec des gens à ce sujet. À ce stade, ils disent qu'il a seulement déclaré après coup qu'il l'avait fait sur Discord. Je ne vois encore rien ici qui pourrait relever du fédéral. Je suis d'accord avec toi. Et je pense que c'est pour ça qu'on n'a pas vu d'inculpation fédérale non plus, ni même un simple acte d'accusation. Ils vont devoir trouver quelque chose qui va déclencher la compétence fédérale, un type de mouvement lié au commerce interétatique. Maintenant, s'il fouille dans son téléphone et qu'il s'avère qu'il y avait une conspiration ou qu'il a été payé par quelqu'un d'un autre État, tu sais, peut-être qu'à ce moment-là, on pourra commencer à avancer avec des individus. Mais d'après ce que nous savons, je ne vois pas d'accusation fédérale de meurtre arriver. Et je ne pense pas qu'il y ait de fondement pour cela, d'après ce qu'ils ont, ou du moins d'après ce que nous savons dans la presse en ce moment sur cette affaire. Je sais qu'ils aimeraient probablement vraiment réussir à l'inculper d'une manière ou d'une autre, mais si l'État va poursuivre la peine de mort et que le comté d'Utah a été très actif dans le dépôt de dossiers de peine de mort, je pense qu'il vaut mieux laisser une seule poursuite se dérouler. Si vous craignez que l'État ne poursuive pas réellement la peine de mort ou qu'il abandonne, peut-être que dans ce cas-là, vous trouveriez un moyen de l'inculper aussi au niveau fédéral. Mais à ce stade, même si je pense qu'ils aimeraient le faire pour des raisons politiques, je suis d'accord avec vous. Je ne pense tout simplement pas qu'ils aient les éléments nécessaires pour le justifier en ce moment. Pour l'instant, je ne le vois pas, mais nous devrions simplement attendre et voir ce qui en ressortira. On ne sait jamais ce qu'ils pourraient découvrir, j'imagine. Ils disent que c'est une enquête en cours, mais pour l'instant, je ne vois rien. Sky Lazaro, nous restons à l'écoute. Merci beaucoup. Merci. Tyler Robinson est détenu sans caution à la prison du comté d'Utah. Il sera de retour au tribunal lundi et Law and Crime couvrira cette audience pour vous. Alors restez avec nous. C'est tout pour cet épisode de Law and Crime. Je suis Angenette Levy. Merci beaucoup d'avoir été avec moi. Je vous retrouve ici la prochaine fois.